La critique se poursuit. Je suis toujours en compagnie d'Antoine Guillot, producteur de Plan Large sur cette antenne tous les samedis, et en ligne avec Muriel Joudet, critique de cinéma notamment aux Inrocks. On parle donc de cinéma. Dans quelques instants, Paul Vecchiali et Nicolas Cage, mais tout de suite, Small Axe. Allez, check 1, 2. Shout out all the ladies worldwide. 'Cause I got no time to play your city. These are new types of human beings. They are not demoralized or defeated persons. They are leaders, but are rooted deep among those they lead. We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you think it's time things were different? As individuals, we have an impossible battle. As a collective, we stand a chance. Small Axe n'est pas à proprement parler une série, c'est une collection de films réalisés par le Britannique Steve McQueen qui se passent tous dans des quartiers noirs et antillais de Londres entre les années 60 et les années 80. 5 films dont la longueur varie et qui s'attachent à décrire le rapport entre différentes institutions londoniennes et la communauté noire, discriminée et violentée, la police, l'école, la justice. Des films souvent inspirés d'événements et de personnages ayant réellement existé, comme ce restaurant qui inaugure la série, le Mangrove, ouvert en 68 et dont la police harcèle le propriétaire et les clients, ou ce policier noir, Leroy Logan, qui affronte sa position minoritaire dans une institution largement raciste. On va rentrer dans le détail de ces 5 films qui sont assez différents les uns des autres. Muriel Joudet, peut-être d'abord, quand même, un regard d'ensemble sur la collection. Oui, c'est très important de dire que c'est pas vraiment une série, mais vraiment une collection de petits films pédagogiques, j'aimerais dire, j'y reviendrai. Et c'est vrai que c'est compliqué de parler d'un ensemble parce que c'est assez inégal, mais le sentiment qui prime pour moi, c'est vraiment que je suis très émue par la globalité du projet, surtout en ce moment, à une époque où on a l'impression que la fiction essaye de régler toujours un problème de représentation et ne fait que ça. Là, on a un vrai projet militant, mais qui est d'abord et avant tout une volonté de raconter des histoires et de bien les raconter. Et moi, je suis vraiment touchée par la simplicité de ce projet et de cet enjeu. On a vraiment une intelligence politique complètement liée à une intelligence cinématographique. Et pour commencer par le plus simple, pour moi, ce qui me frappe, c'est la facture. On est vraiment dans un travail d'orfèvrerie, que ce soit au niveau des acteurs qui sont vraiment tous excellents, tous marquants. Il y a un vrai plaisir du décor. Moi qui déteste les reconstitutions au cinéma, là, il y a un vrai plaisir à retrouver des villes britanniques extrêmement bien reconstituées, la lumière est magnifique et je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on n'est pas à Hollywood, c'est peut-être ce qui fait la grande différence et la grande beauté du film, c'est qu'on sort complètement de la patine hollywoodienne ou des énièmes productions Netflix. On avait parlé ici du Blues de Ma Rainey, et là on est vraiment à l'opposé, dans une tradition qui est en fait celle du réalisme social, qui est une tradition profondément anglaise et qui fait que tout est extrêmement réaliste, tout est totalement incarné. On n'est pas du tout dans une sorte de distance de carte postale. Et ce qui me touche le plus et qui manque très souvent aux films qui tentent de représenter des communautés noires, c'est la quotidienneté. Il y a beaucoup de scènes quotidiennes, de repas, de fêtes, notamment l'épisode 2 qui est sans doute le meilleur. Il y a une justesse dans ces purs moments de quotidienneté et on finit par se dire face à ces scènes, mais c'est exactement ce qui manquait au cinéma. C'est ce qu'on voulait voir au-delà des luttes politiques, au-delà du propos politique. Ce qui manquait au cinéma, c'était une sorte de trou noir qui était le quotidien de cette communauté-là, et je trouve ça qui est vraiment au centre de tous les épisodes et qui me touche énormément. Oui, c'est une communauté qui est vraiment très proprement anglaise et qu'on connaît nettement moins que les communautés noires qui, en effet, sont très représentées en ce moment dans Hollywood. On va peut-être aussi rappeler qui est Steve McQueen, qui a fait des grands films avec la machine hollywoodienne et qui, là, se confronte à une économie et donc, évidemment, à une cinématographie très différente. Antoine Guillot.
Oui, d'autant que c'est pas seulement un réalisateur de grosses machines hollywoodiennes, comme vous dites, type 12 Years a Slave, donc qui embrassait déjà la question de la représentation des Noirs dans le cinéma, mais plutôt du côté américain. C'est aussi un plasticien, quelqu'un qui fait des œuvres consistant en des films en pellicule projetés en boucle dans des galeries et dans des musées, ce qu'il nous rappelle un peu de temps en temps dans ce projet. Et c'est sans doute cette direction qui est la plus intéressante. C'est-à-dire, il faut premièrement, saluer le travail politique. C'est-à-dire que autant les communautés issues de l'immigration du sous-continent indien, par exemple, ont été beaucoup plus représentées dans le cinéma anglais, pas forcément d'ailleurs par des réalisateurs issus de ça, mais je pense au travail de Stephen Frears avec Hanif Kureishi, par exemple, qui a donné la représentation déjà de ces combats, de ces émeutes, de cette misère aussi entretenue. La communauté caribéenne, c'est-à-dire celle qui est arrivée pour reconstruire l'Angleterre après la Seconde Guerre mondiale et puis dont les enfants ont été un embarras pour les institutions britanniques parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Donc ça, on ne l'avait jamais vu, il me semble, ou en tout cas, il y a peut-être des films anglais qui le racontent, mais qu'on n'a pas vu ici. Et c'est évidemment le propos de Steve McQueen qui est issu lui-même de cette immigration-là, de raconter probablement sa propre enfance au départ, au-delà du projet politique et très didactique aussi par moments, on reviendra sans doute dessus, c'est recréer, comme l'a dit Muriel, des ambiances, de la quotidienneté, des textures. Il me semble en tout cas, l'apparence que ça donne, c'est que le film a été tourné entièrement en pellicule. On a une impression comme ça de 16 mm. Il y a du gros grain, il y a de la texture dedans. Et de redonner l'ambiance, la quotidienneté. Une langue aussi, une langue avec un accent qu'on connaît peu. Une langue qui est extraordinaire, qui est la langue, qui est l'anglais caribéen, qui est une sorte de créole, en fait, y compris des manières d'utiliser les claquements de langue, de typer, comme ça, pour manifester un agacement qui est extraordinaire et qui va avec la musique qui est utilisée, puisque tout est baigné d'un reggae formidable. Ce que raconte aussi beaucoup, et là on reviendra sur ce deuxième épisode, qui est, je suis d'accord avec Muriel, le meilleur, c'est aussi l'émergence des sound systems, c'est comment cette musique sur laquelle on a dansé, nous, dans les années 80-90 en France, était d'abord une musique de combat, ce qu'on n'a pas toujours perçu à ce moment-là. Derrière la figure de Bob Marley, il y avait des tas de groupes et surtout de DJ, de sound systems qui utiliser cette musique, comme ça a été le cas pour le rap de l'autre côté de l'Atlantique, pour mener des combats politiques. Donc déjà, de voir ces corps, d'entendre cette langue, c'est quelque chose d'assez inédit. Après, la manière dont c'est fait ne me convainc pas toujours non plus, sauf dans ce fameux deuxième épisode. Alors, on va peut-être le mettre de côté pour le moment, ce deuxième épisode qui, en effet, hérite d'un format très différent, plus libre que les autres, qui me paraissent très classiques. Bon, prenons le premier, c'est un film en fait de procès, tout à fait classique, qui est quand même assez long. Vous disiez petit film, Muriel Joudet. Je crois que le premier il dure 2 heures, voire même un petit peu plus de 2 heures. J'avoue que moi je suis moins enthousiaste que vous sur l'efficacité militante pure, sur l'efficacité politique de ces films, parce que justement je vois un net frein dans le classicisme de ces formes et de l'utilisation du genre. Bon, j'ai beaucoup pensé à The Wire, qui est en effet vraiment une série, mais qui a aussi cette même idée d'illustrer une communauté, de partir d'un quartier et d'aller en voir un peu tous les tenants, les aboutissants, les acteurs, ceux qui subissent, ceux qui contrôlent. Il y a une multiplicité de points de vue dans The Wire qu'il n'y a pas du tout dans les films de Steve McQueen, et je trouve que politiquement, on y perd quelque chose, ou alors on y gagne la clarté d'un message. Mais est-ce que la clarté, c'est vraiment efficace d'un point de vue politique ? Je ne suis pas certaine. Muriel Joudet. Moi, je trouve justement le premier épisode, il nous est dit à la fin du procès, dans un très beau discours, que on nous explique que si les Noirs se sont constitués comme communauté, c'est qu'ils étaient presque forcés par les Blancs. Et ça, je trouve ça assez beau. À un moment, je me suis dit, mais on est vraiment presque dans une série des années 50, 60, même Twilight Zone, c'est-à-dire que c'est toujours les Blancs qui provoquent, qui cantonnent les Noirs à se former comme une minorité politique et qui créent le désastre, qui créent quelque chose d'un peu kafkaïen. Et j'ai vraiment vu ça comme les Blancs deviennent
deviennent vraiment une menace, et je trouve que c'est toujours très très bien amené. Même dans l'épisode 2, on se dit forcément au bout d'un moment la police va mettre fin à cette grande fête, forcément il va se passer quelque chose, et il joue énormément avec ça, avec comment voilà, les blancs deviennent finalement l'altérité. On a vraiment un basculement, un renversement des rapports que je trouve très juste, et cette clarté, moi je la trouve très belle, parce que, et c'est pour ça que je pensais beaucoup aux années 50-60, il y avait une tradition comme ça aux États-Unis de films pédagogiques. C'était souvent des séries B d'1 heure qui exposaient des problèmes sociaux, le divorce, la délinquance juvénile, et on nous expliquait de façon très claire les enjeux de ces faits sociaux. Et pour moi, ça me fait du bien en fait par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les séries télévisées ou au cinéma. Il y a absolument aucun coup de force. Il y a une sorte de simplicité, de classicisme extrêmement pur qui est pour moi un immense respect du spectateur, quelque chose qui nous transforme en adultes parce qu'il se sent pas obligé voilà, de s'agiter dans tous les sens pour nous expliquer quelque chose. Et c'est pour moi, j'y vois la marque d'un respect du spectateur. Et peut-être pour faire le lien avec la filmographie de McQueen, ce que je trouve très beau aussi, c'est que c'est un cinéaste que j'aime bien, même si je trouve qu'il y a plein de problèmes dans son cinéma. C'est un cinéaste extrêmement doloriste, qui est fasciné par les figures un peu christiques. Et là, d'un seul coup, il se retrouve du côté de la lumière, dans une sorte de poursuite du bonheur permanente. Et je trouve ça assez beau que finalement, à partir du moment où il revient dans son pays, dans sa communauté, il se met du côté de quelque chose d'assez solaire. Ces personnages essayent de survivre, avec aussi, dans ce deuxième épisode, donc, qui est vraiment un pur moment de joie d'1 heure, même s'il y a autour de cette fête des incidents. Oui, parce que je décris juste parce qu'on l'a pas dit, donc ce deuxième épisode, il diffère parce que c'est un espace-temps complètement restreint. Tout se passe dans une fête, un soir. C'est les 17 ans d'une certaine Sissi, et tout se passe quasiment tout dans la maison, un petit peu dans le jardin aux alentours. On a l'impression d'être en temps réel dans une grande fête où on écoute du reggae et où on danse. Je vous redonne la parole. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette idée à chaque épisode, de présenter des lieux comme des sanctuaires pour la communauté noire. Et dans cet épisode, le deuxième, il y a un personnage qui apparaît au début et à la fin. C'est un homme noir qui porte une croix. Et ça pourrait être lui le sujet de l'épisode, mais parce que Steve McQueen, voilà, adore les figures christiques, et tout le monde doit porter sa croix chez Steve McQueen. Mais non, finalement, il ne fait que passer, que intriguer l'héroïne de l'épisode, mais il passe. Et on comprend que ça va pas être son sujet, que son sujet, ça va être un moment de pur bonheur, de pure euphorie collective. Et je trouve ça très beau. Antoine Guillot. Précisément, la beauté de cet épisode, c'est qu'il échappe à un mot que je reprends de ce que vous venez de dire, qui est le discours. Le problème des autres, c'est que ça passe beaucoup par le discours. C'est-à-dire qu'il a des choses importantes à nous dire, mais il nous les dit un peu comme un Ken Loach va pouvoir le faire, avec un certain manichéisme aussi dans la façon de présenter des personnages qui sont toujours des victimes, qui souffrent, et dont le film va montrer le combat dans quelque chose d'assez édifiant et très didactique, qui est très intéressant en soi, parce que c'est une histoire que, pour le coup, on ne connaît pas. D'ailleurs, la toute fin de la série se termine sur l'histoire de ces peuples qui ont été déplacés, à qui on explique qu'ils sont des enfants d'esclaves, mais non, ils ont une histoire avant, qui est l'histoire de l'Afrique. Mais il y a aussi l'histoire de ces combats politiques qui ont été assez oblitérés, qu'il est important de remettre en avant. Ça se fait malheureusement quand même par du discours et par la manière dans des dialogues, beaucoup, dans des face à face. Oui, puis avec un projet vraiment très clair de nous expliquer les choses, de nous faire souffrir pour les injustices terribles qu'ils subissent, et de montrer, ben voilà, il y a ces petits combats, c'est important à faire. Donc voilà, politiquement très bien, du point de vue formel, je trouve ça pas toujours très intéressant, sauf précisément pourquoi c'est intéressant dans ce deuxième épisode, parce que ça passe par les corps. Et le manichéisme commence à se complexifier, parce qu'il montre aussi que les combats se passent aussi à l'intérieur même de la communauté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, mais que c'est compliqué aussi d'être une jeune femme dans ces années-là face à un certain machisme, que c'est compliqué d'avoir des parents qui, eux, imposent un certain ordre, et surtout ne pas trop faire de vagues, et ont d'autres tactiques pour essayer de s'insérer dans la société britannique. C'est pas aussi ce qui est le plus léger dans ces histoires, mais c'est vrai que l'euphorie que que provoque chez nous cette montée en puissance comme ça de ces corps qui s'abandonnent, qui se mettent, on l'a entendu un peu au début de cette bande-annonce, à chanter a cappella, tous ensemble.
nous fait là complètement vivre très charnellement ce qui peut se passer et ce besoin justement de s'afficher, de se construire une culture aussi qui est complètement transmissible. Et en abandonnant le discours, ce qu'il essaye d'ailleurs de faire par moments, Steve McQueen, de manière presque malhabile en voulant se souvenir le vidéaste, enfin pas le vidéaste, mais le plasticien qu'il est, en faisant durer des plans extrêmement longtemps. Je pense à une séquence de descente de police dans le restaurant où une passoire se met à virevolter pendant ce qui m'a l'air d'être 5 minutes. Ça doit être moins long. Oui, mais c'est très bizarre, surtout parce qu'on est dans l'action d'un film très classique de police et de procès, et en effet, il y a ce Et tout d'un coup, il y a ces éléments où Mm. sur un personnage qui va se retrouver enfermé dans une prison, dans une cellule au milieu du procès, qui va hurler de sa rage de façon muette. Et là encore, ça dure très longtemps. C'est très étrange, ces plans-là. C'est comme des clins d'œil de Steve McQueen par moment, alors que quand il s'abandonne complètement et qu'il fait du pur cinéma, mais c'est sans doute là que c'est le plus intéressant, qu'on quitte un peu la série télévisée et le discours pour partir dans le cinéma. On aurait très envie de voir ce deuxième épisode sur grand écran, qu'il touche le plus juste, je pense, Steve McQueen. Oui, surtout que dans ce deuxième épisode qui s'appelle donc Lovers Rock, il y a quand même en germe, et c'est intéressant d'un point de vue formel, toute la tension politique et les tensions dont vous parliez. Vous disiez tout à l'heure, on a l'impression que cette fête, elle peut s'interrompre à tout moment parce qu'il va y avoir une descente de police. Et c'est vrai que quand on a vu, et c'est l'intérêt de la collection, le premier épisode qui porte précisément sur la violence et l'incongruité de ces descentes de police, évidemment, toute sirène de police, tout bruit de voiture en fond dans cette fête complètement envahie par le reggae, nous met dans un état de tension énorme. Et c'est là, je trouve, que cette collection est belle, c'est dans la manière dont les épisodes répondent les uns aux autres et créent une vraie inquiétude les uns par rapport aux autres. Muriel Joudet. Oui, c'est ça qui est très beau, c'est qu'il joue avec nos attentes, nos réflexes, nos préjugés, avec ce qu'on a vu comme film sur la communauté noire, et il défait tout ça. Enfin, il y a vraiment un rapport très ludique au spectateur que je trouve très beau. Après, c'est vrai que en soi, l'objet est assez monstrueux. Il essaye quand même à chaque fois des choses différentes par épisode. Voilà, on a dit que c'était pas une série. Il y a vraiment Enfin, pour moi, c'est vraiment un objet très expérimental, qui rate, qui réussit, et que je trouve que le simple fait qu'il puisse penser que, parce que j'imagine que ça a été destiné à passer sur la télévision anglaise, à une heure de grande audience, qui puisse penser qu'on va regarder ça jusqu'au bout, qu'on va s'intéresser, je trouve ça, moi je suis vraiment émue par le respect qu'il a pour son audience, et par le fait qu'il cherche toujours, comme le disait Antoine, il y a vraiment des moments expérimentaux plonger au milieu de trucs extrêmement classiques. Le troisième, je trouve que ça pourrait être un film d'Eastwood. Donc il essaye, et c'est peut-être ce que permet aujourd'hui la série. En tout cas là, je sens qu'il exploite toutes les possibilités de ce format qui est en soi déjà assez monstrueux, parce que c'est vrai que le premier épisode, on se dit mais... D'ailleurs, qui devait passer à Cannes, je crois, l'année dernière. Oui, tout à fait. Il joue un peu avec nos nerfs, avec tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit savoir sur la représentation des Noirs au cinéma. Et ça, il en est très, très conscient. Small Axe de Steve McQueen, c'est donc 5 films, et en France, c'est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme Salto. France Culture, la critique, Lucille Como. Dans quelques instants, nous parlerons de Mandy, sorti sur Netflix. Mais tout de suite, petit focus sur Soupçon d'amour, le dernier film de Paul Vecchiali, qui vient de sortir en DVD. Quelques mots avec vous, Muriel Joudet. Alors oui, en préparant ma chronique, je me suis dit j'avais toujours envie de représenter Paul Vecchiali quand je parle de l'un de ses films, parce que bien qu'il ait réalisé une trentaine de longs métrages, bien qu'il ait 90 ans, son œuvre reste étrangement un secret très bien gardé du cinéma français. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà par la confidentialité de son œuvre, c'est des films qui sont peu vus, qui sont peu distribués, malgré une rétrospective de ses films il y a quelques années. Et puis aussi parce que il se tient dans un coin très particulier du cinéma français, qui s'est construit contre le naturalisme, contre la psychologie, en dehors de tout formatage et avec une grande économie de moyens. Et il suffit peut-être de s'en tenir à son dernier film, Un soupçon d'amour, pour le présenter, pour comprendre ce qui fait tout le prix et toute la particularité du cinéma de Vecchiali. Alors, Un soupçon d'amour, c'est l'histoire de Geneviève Garland, jouée par Marianne Bassler, qui est une grande comédienne qui s'apprête à jouer Andromaque avec son mari André.
Mais plus les répétitions avancent et plus elle est prise d'un malaise, elle n'a plus envie d'être tragédienne et elle abandonne son rôle qui est repris par Isabelle, Fabienne Bab, qui n'est autre que la maîtresse de son mari. Et le film va se déployer comme une série d'actes et où finalement la véritable pièce de théâtre se trouve être la vie de Geneviève. Et pour qui n'aurait jamais vu un film de Vecchiali, je pense que dès les premières séquences, on peut ressentir une sorte de malaise, malaise face à ce qui est neuf, inédit, inhabituel, par rapport à une certaine norme du cinéma français, par rapport à l'idée qu'on se fait du cinéma français. Parce que je pense, on peut trouver ça très théâtral, on peut trouver aussi que ça sonne faux par rapport à cette norme, et c'est parce que ce qui intéresse Vecchiali, c'est jamais une vérité naturaliste au sens de c'est comme dans la vie, ce qui est souvent voilà le critère qui tient les films français. Je généralise, mais ce qui l'intéresse, c'est une vérité affective, et pour l'atteindre, il déploie une très grande sophistication, des dialogues, des plans, de la mise en scène, du jeu et finalement des sentiments. Et on pourrait croire que cette théâtralisation, cette sorte de froideur, de distance, crée une sorte de froideur, mais pas du tout. On est vraiment du côté de Douglas Sirk, à qui est dédié le film. L'artifice n'empêche jamais le flamboiement des sentiments, mais il participe. Le faux est toujours un moment du vrai, et comme chez Sirk, pour que les sentiments apparaissent, il ne faut pas les faire exploser à la tête du spectateur, mais les montrer en train d'être contenus par les corps. Et à ce jeu-là, de la rétention mélodramatique, Marianne Bassler est assez miraculeuse. Le film tient vraiment sur elle et peut être vu comme une histoire de son regard bleu azur qui tente de survivre à toutes les scènes alors qu'en elle, tout s'effondre. Alors il y a aussi dissimule dans le film un secret. Je vais pas le révéler parce que ça enfreindrait la beauté du film, même si la beauté d'un soupçon d'amour est à peu près partout, à commencer par ce sentiment de dépaysement qu'on ressent par rapport au tout venant de la production française. Et ce dépaysement, il faut le traverser. Il montre que les joies du spectateur peuvent venir d'ailleurs que du naturalisme, et ça, c'est très précieux. Oui, allez voir Paul Vecchiali, trop peu connu. Un soupçon d'amour est sorti en DVD chez Épicentre. France Culture, la critique, Lucille Como. Alors vraiment très 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 loin de Vecchiali. Il y a le dernier objet qui est au programme de cette critique du jour. Non, on va pas s'en faire. Un film sorti sur Netflix il y a peu, Mandy de Panos Cosmatos avec Nicolas Cage. Alors là, nous sommes en 1983. Mandy et Red vivent dans une maison au beau milieu de la forêt. Selon le résumé officiel du film, ils vivent, je cite, une vie paisible et empreinte d'amour, mais bon, ils sont quand même déjà sacrément inquiétants. Ceci dit, en effet, ça empire, puisqu'un soir, les membres d'une secte qui passait par là décident de s'en prendre à eux, convoquant tous les démons de l'enfer. Ça ne se passe pas très bien pour Mandy, et dès lors, Red, Nicolas Cage donc, entre dans une fureur vengeresse. His fist closed around the serpent's eye. Strange and eternal. I need you to get me that girl I saw. You know what to do. You're a special one, Mandy. I, too, am a special one. Let us be so very special together. Je plaisantais un peu en résumant le film, mais je faisais pas trop ma maline en le regardant. C'est extrêmement violent. Nicolas Cage, qui peut se mettre dans des états pas possibles, je pense qu'il est au max. Tout est très excessif, complètement aberrant. Antoine Guillot, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de film ? On se dit qu'entre le grotesque et le sublime, il n'y a qu'un pas, que parfois Panos Cosmatos, puisque c'est le réalisateur de ce film, franchit allègrement, et nous avec. C'est très curieux, ce film, il a sa petite réputation depuis qu'il avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2018, et puis sa réputation s'était aggravée par le fait qu'il était sorti directement en DVD et en VOD en France, donc c'est pas complètement une nouveauté de Netflix, mais c'est vrai qu'en allant fouiller dans les tréfonds du catalogue
Netflix que les algorithmes ne mettent pas toujours en évidence, on tombe sur ce genre de curiosité. Et il y a un critique qui en a fait une assez bonne description en disant que ce film était comme un slow heavy metal. Dans les années 70-80, les groupes d'heavy metal faisaient beaucoup pour vendre de temps en temps des slows. Et alors ça commençait très très calmement et puis ça partait en furie au fur et à mesure que les solos de guitare électrique hystérique entraient en jeu. Et le film fonctionne comme ça. Il y a très clairement deux parties, celle que vous avez décrite, le temps du bonheur dans cette forêt, dans les bois, avec un Nicolas Cage bûcheron un peu taiseux et sa compagne femme qui est illustratrice de fantasy art, le genre de pochette qu'on trouvait précisément sur les 33 tours de hard rock de l'époque, un imaginaire à la Frank Frazetta. Avec des elfes, des couleurs. Voilà, et puis des planètes étranges qui étaient en fond. Alors, cette partie est très très lente, c'est très étonnant, c'est très très langoureux, avec une utilisation dès le départ de monochromes déjà un peu bizarres qui sont censés nous mettre dans un certain état émotif. C'est la théorie des couleurs appliquées au film vu sur Netflix. Et puis ça va partir en drôle de choses au fur et à mesure que Nicolas Cage, à cause des événements un peu pénibles qu'il aura vécu, va réveiller toute la dinguerie dont on sait qu'il est capable. Et c'est évidemment au-delà du grand gloubi-boulga de références années 80, se glisse ici et là des pinheads comme chez Clive Barker, des films de vengeance à la Charles Bronson et autres. En fait, c'est le réveil de Nicolas Cage que met en scène ce film. Nicolas Cage qui a une quand même drôle de carrière, qui a connu des grands hauts, qui étaient déjà un peu n'importe quoi et qui semblait avoir disparaître dans les tréfonds de la série B, ce qui est ce film, quasiment série Z, en fait, donne tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la folie absolue, à coups de tronçonneuses, de haches barbares forgées par lui-même, et voilà, alors il y a tout. Il y a un tigre. Il y a un tigre, on décapite, on éventre, on fait tout ça, mais ça dépasse, c'est vrai, par moments, cette référence aux films d'horreur et aux films de genre pour atteindre des moments assez stupéfiants. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, mais c'est quand même assez beau ce qu'on voit dans cette sauvagerie débile. Muriel Joudet. J'aime beaucoup sauvagerie débile. Oui, non, je me disais en préparant mes notes, faut pas que tu t'énerves, Muriel. Enfin, il faut pas, on manquerait l'objet en fait, à vouloir trop le prendre. S'énerver comme Nicolas Cage, vous voulez dire. Voilà, parce que vous faut vraiment enfiler sa combinaison unifugée spéciale 2e, 3e et 4e degré. Après, c'est vrai que moi, le problème, c'est que justement, j'aurais aimé que le film soit innocent. Moi, ce que j'aime quand je vois des séries Z, c'est l'innocence du geste. Et là, pour moi, le film est très conscient d'être un film culte qui va cartonner en séance de minuit dans des festivals. Donc on a une pyrotechnie d'effets sonores, visuels, toute la première partie est au ralenti, donc est très lynchienne, ça pourrait presque être Sailor et Lula ou n'importe quel autre film de Lynch. On a un son design très enveloppant et d'ailleurs le problème c'est qu'on regarde ça sur un petit écran et on se dit quand même que ça c'est un peu gênant ou qu'on n'a pas que le film donne pas tout ce qu'il pourrait donner. Et finalement, je me suis dit, bon, finalement, c'est un peu trop sage, cette sauvagerie, cette folie. Je la trouve très empruntée, très fausse. Je vois surtout un bon élève qui a digéré toutes ces références et qui les recrache dans une copie qui est très propre, très comme il faut. Il y a un manque donc d'innocence et un manque aussi de grâce. Et c'est vrai que le problème, c'est que David Lynch existe et que la comparaison est un peu impitoyable quand on voit le film. Donc je vois un peu du bidouillage à chaque séquence. J'ai l'impression que le film n'a pas de cohérence, n'a pas d'unité et qu'il y a juste un coup de force par séquence et que finalement, moi, je n'arrive pas à être prise dans cette sorte de pyrotechnie visuelle parce que je vois un très bon élève appliqué et alors ça c'est surtout pour la première partie et la deuxième, moi ce qui me pose problème c'est que je n'aime pas du tout quand les acteurs atteignent le stade terminal et presque métastasé de leur carrière et moi ça me gêne, je pensais à Huppert en voyant le film, ça me gêne quand ils atteignent ce niveau-là parce que j'ai l'impression que ça veut dire qu'ils ont déjà tout dit, que finalement il y a une sorte de manque d'imaginaire et qu'ils devraient s'arrêter. Je finis un peu par avoir pitié pour Nicolas Cage.
Moi, je trouve que quand même dans cette première partie, qui est en effet assez ennuyeuse, il y a quelque chose de pas si appliqué que ça, parce qu'elle est très singulière. En effet, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Et même au-delà du fait qu'on ne sait pas ce qu'il se passe, on ne sait jamais vraiment où on est. Par exemple, les deux personnages vivent dans une sorte de maison-cabane qui est en fait assez belle, assez designée, avec des grandes baies vitrées un peu partout. Et on ne sait jamais si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que cet effet vitré crée une vraie confusion, ce qui nous met quand même dans un état d'attention assez particulière qui, à mon avis, n'est pas l'attention de la série Z où on peut faire plein de trucs en même temps et où on sait déjà où tout va aller. Je la trouve vraiment étonnante, au-delà du snobisme que ça peut être la réception d'un tel objet. Antoine Guillot. Oui, mais enfin, pendant tout le film, on ne sait jamais vraiment trop où on est. C'est-à-dire que le plan final peut nous laisser croire qu'en fait, tout a vrillé très vite et qu'on est complètement dans la tête de Nicolas Cage. Mais moi, j'ai retrouvé bizarrement, contrairement à ce que dit Muriel, de l'innocence et du premier degré une fois qu'on a dépassé les 5 degrés. Au moins... c'est de la dialectique, ça. Mais oui, parce que dans tout le cynisme du projet que je ressens complètement, c'est-à-dire, je suis complètement d'accord que ce Panos Cosmatos est un bon élève, il n'a pas l'innocence de son père, Georges P. Cosmatos, quand il fait Rambo 2. Il est trop cultivé, il en met trop, etc. Mais c'est presque justement touchant. L'innocence, elle est là. C'est-à-dire cette idée qu'on pourrait faire un film en agglomérant toutes ces références et en secouant tout, et que malgré tout, quelque chose lui échappe. Que malgré tout, Nicolas Cage est plus fort que lui. Quand lui-même s'abandonne, c'est très inquiétant de le voir comme ça. Et pourtant, il a quelque chose d'immensément cinématographique, Nicolas Cage, même quand il est au-delà du tout. C'est intéressant la comparaison avec Isabelle Huppert, dont on a le sentiment, même justement dans des objets aussi calibrés que la Daronne, par exemple. Dans la Daronne, Isabelle Huppert était ailleurs. Elle a l'air d'être sur un autre plan spatio-temporel. Ouais, elle joue une dealeuse dans un contexte naturaliste français. Et c'est le cas avec Nicolas Cage dans ce film, malgré tout le cynisme du projet, y compris de se dire, tiens, on va faire réapparaître Nicolas Cage perdu dans les tréfonds de la série Z. Il y a eu comme une tristesse chez lui, même quand il est avec sa hache qui décapite tout le monde, qui en fait finalement un objet très émouvant. Mais aussi probablement parce que Nicolas Cage, ça fait longtemps qu'il est dans cette phase terminale et que du coup, on ne le découvre pas dans cet état-là. C'est même presque une sorte d'aboutissement. Voilà, ça pourrait continuer encore longtemps. Il a toujours été, quand on le revoit dans Peggy Sue s'est mariée, par exemple, tout est déjà là. Oui, un film de Coppola qui d'ailleurs vient de ressortir en DVD. De pousser beaucoup plus le curseur pour arriver à ce résultat. Mandy de Panos Cosmatos n'est donc pas un nouveau film en effet, mais il est disponible dans les tréfonds de Netflix. La critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Muriel Joudet, et merci Antoine Guillot. Vous nous dites un petit mot de votre émission Plan Large demain. Demain, on continue notre série sur les métiers du cinéma et on parlera montage avec Yann Dedé. C'est demain à 14h. Je précise également que cet après-midi, dans la compagnie des poètes, Manou Farine rendra hommage au grand poète Philippe Jacotet, dont on a appris hier la mort à l'âge de 95 ans. C'est à 15h. À la préparation de l'émission, c'est Aïssatou Ndoye et Boris Pinault, à la réalisation Perret Legras et à la technique aujourd'hui Jordan Fuentes. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France. Lundi, vous retrouverez La Grande Table. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une critique spectacle et littérature jeunesse.